Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Assure. Bonjour mon cher Polydomso. Donc on s'intéresse à la carte du week-end avec un choc heavyweight entre Curtis Blades et Derrick Lewis. On va voir bien évidemment les autres combats de la carte parce que y en a quelques-uns qui sont intéressants. Mais allez, on commence par le main event parce que c'est vrai que la question qui peut se poser, mineur, c'est Curtis Blades est-il finalement le meilleur heavyweight de la planète qui ne s'appelle pas Francis Ngannou? Oh, non, non, mais ça fait très très longtemps que mine de rien, il est dans les tranchées. On a l'impression qu'il n'aura jamais le title shot, le pauvre Curtis. Bah, le malheur qu'il a, c'est d'avoir perdu 2 fois contre une des figures qui sera peut-être champion. Tu vois. Enfin, Ouais. ça va être vraiment compliqué pour lui à gérer. C'est-à-dire si Francis Ngannou bat Stipe Miocic, il est tout porte à croire que Francis Ngannou aura d'autres match-up. Je pense notamment à celui contre John Jones, éventuellement, si la montée en poids lourd se concrétise Ouais. totalement. Mais ça m'étonnerait que Curtis Blade ait la traction suffisante pour d'entrée exiger un title shot contre Francis Ngannou. Et ce, malgré tous ses efforts, et ce, malgré le fait qu'il ait battu tout le monde qui ne s'appelle pas Francis Ngannou, quoi. C'est ça qui est dingue. Donc, c'est malheureux. Et d'ailleurs, honnêtement, moi, le match là contre Derrick Lewis, pour moi, il est superfétatoire, quoi. Il sert à rien, ce Il match. sert à rien. On sait Quand tu as qui va battu, gagner. ouais, tu vois, sauf Cacahuète Magique qui passe. Et encore, Cacahuète Magique, on parle d'un gars quand même qui a réussi à survivre à Mark Hunt. Bah ouais, mais Derrick Lewis, alors je l'aimais pas du tout sur le même plan. D'ailleurs, Mark Hunt a battu Derrick Lewis. C'était une de ses dernières victoires, un très beau combat d'ailleurs. Exactement. Je l'aimais pas au même niveau technique du tout. Mark Hunt, il est quand même beaucoup plus affûté, je trouve, que Derrick Lewis. Mais Derrick Lewis, il a Oui, ce truc complètement. très très chiant, c'est qu'il t'endort en fait. Il fait rien pendant tout un round. Il va même, tu vois, se recroqueviller, se laisser dos à la cage et dans les 15 dernières secondes exploser sur une séquence. Et en fait, il a un peu le style, la lutte en moi, il a un peu le style de Tyron Woodley, tu vois. Mais en heavyweight, donc en heavyweight, ça peut passer. Et en welterweight, c'est compliqué de laisser trop de champ à ses adversaires. En heavyweight, tu as quand même pas mal de mecs qui savent pas exploiter justement un adversaire qui est dos à la cage et qui se défend pas super bien, tu vois. Et même quand ils savent l'exploiter, ils ne terminent pas. On se souvient du combat Volkov. Il y a Volkov, plusieurs fois, il avait Derrick Lewis dans une Exactement. position extrêmement compromise. Il avait juste besoin d'attendre 10 secondes à la fin, mais vraiment de faire des pas chassés en reculant, quoi. Et je sais pas ce qu'il lui a pris. Il a essayé de passer un genou en contre et il s'est Bon. pris une bombe, quoi. Il s'est pris une bombe. Donc c'est toujours possible avec Derrick Lewis. Il y a toujours moyen qu'il nous sorte un truc comme ça. Après, ça dit, je pense que mineur Curtis Blades ne prendra pas de risque, mais vraiment En sur ce plus, combat-là. Curtis Blade, c'est quand même un des rares qui sait justement exploiter la position contre la cage, quoi. Ouais. Enfin, c'est son game. Quand on voit ce qu'il a fait c'est Abdourahimov, Oui, Shamil Abdourahimov, terrifiant, terrifiant. il l'a pas laissé respirer. Et Shamil Abdourahimov est quand même vachement plus technique et plus complet que Derrick Lewis. Alors, il est peut-être moins fort, moins explosif, ça c'est autre chose, mais il est plus complet. Et là, il était inexistant, quoi. C'était grave, tu vois. Enfin, donc, Et puis on a vu la takedown defense aussi de Derrick Lewis. C'est pour ça que moi, ça m'inquiète non, vraiment pas non, du tout très pour Curtis honnêtement, Blades. à part là, on met des balises parce que ça ferait chier, tu vois, Ouais. d'avancer des certitudes pour finalement qu'il se fasse mettre KO parce que c'est toujours une possibilité. Mais en réalité, moi, pareil, hein, j'ai quasiment aucun doute que Curtis Blade va rouler sur Derrick Lewis. C'est-à-dire que Derrick Lewis, sa takedown défense, elle est pas top. Son stand-up est pas génial même, tu vois. Enfin, je veux dire, même son soi-disant point fort, c'est pas vraiment très très sophistiqué, très développé, C'est quoi. clair. Et alors sa défense au sol, Mm. pas terrible, tu vois. Donc Putain. honnêtement, ouais, je te dis, à part accident de Curtis Blade, et moi c'est pour ça que je souligne parce que j'ai un petit problème avec Curtis Blade, Oh! c'est que je Contre trouve que Volkov? non, mais alors, contre Volkov, c'était normal. Le mec a Euh, fait, je crois, il a battu le record de takedown. Enfin, il s'est mais épuisé, tu vois. d'accord. Enfin, mais c'est normal que dans les derniers rounds, ça pêchait un peu. Et Volkov, c'est sa force, hein, c'est son cardio, hein. Il est, Ouais. il est tout pour un poids lourd. Il est toujours là au cinquième round et c'est ça qui le rend dangereux, tu vois. Non, moi, c'est pas tellement ça. C'est que pour moi, Curtis Blade, il est très bon debout pour un poids lourd. Il a un bon jab, il a une Ouais. bonne technique et tout. Il est très bon en lutte, ça c'est clair, c'est sa force. Et il a un bon top contrôle. Enfin, il a plein d'armes Ouais. vraiment, vraiment très, très bonnes en poids lourd. Il a une bonne condition physique et tout. Mais le problème que j'ai, c'est que dans certains combats, je trouve, quand il n'est pas assuré d'avoir l'avantage debout,
bah, il est beaucoup moins bon debout, en fait. Mmh. C'est très, très étrange. J'ai l'impression que c'est psychologique. Ça me fait penser, en fait, un peu à Riyad Bader. Moi, je OK. les compare souvent, les deux combattants, parce qu'ils ont un peu le même profil à ce sujet-là. Ryan Bader, il est bon debout, tu vois. Mais quand il a affronté Anthony Johnson, bah, il a même pas essayé, quoi. C'est-à-dire, il Mmh. a tout de suite essayé d'amener au sol de manière ultra maladroite, alors que normalement, c'est un très bon lutteur et tout, tu vois. Et tu penses à quel combat là pour Curtis Blades? Ah, ces deux combats contre Ngannou. Ouais. Son combat et même le combat contre Volkov, je trouve que les entrées en takedown étaient super téléphonées. C'est vrai. C'est juste que c'était Volkov et que Volkov, sa takedown défense, à l'époque, Mmh. elle n'était pas encore super opérationnelle, tu vois. Et donc ça passait, mais il se faisait quand même anticiper. Il prend quand même un front kick, je crois, en pleine tête ou Ouais. c'est un genou, un front kick, je sais plus, au 4e round. Enfin, ça aurait pu se retourner justement Ouais. à ce moment-là. Alors que honnêtement, s'il avait voulu être un peu plus patient et construit, travailler avec le jab et tout, il aurait largement eu les possibilités, tu vois. Il a cette combinaison de savoir-faire qui le rendent particulièrement dangereux en poids lourd. Et quand il le fait, franchement, c'est impressionnant. Alors, je sais pas comment ça marche, parce que par exemple, je trouve, j'ai pas eu cette sensation quand il a affronté Contre Overeem? Overeem ou Mark Hunt. Et Ouais. pourtant, il se fait toucher par les deux, hein. Il se fait Mmh. toucher par les deux. Mark Hunt, il se fait toucher même assez durement. Bah, Mais il a de très bons réflexes d'ailleurs contre Mark. ouais, 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 Le il takedown s'en qu'il sort. met, il est superbe. Il s'en sort bien, tu vois. Mais tu vois, c'est étonnant parce que là, pour le coup, pas de crainte, alors que Ouais. les strikers en face étaient excellents. Pareil contre Junior Dos Santos, aucune crainte. Et tu vois, là, il le met KO, quoi. Tu vois, Après, bon, contre Francis, on peut comprendre la crainte quand même. je comprends, je comprends. Non, mais surtout qu'en fait, je suis pas vraiment juste parce que dans le premier combat, je trouve qu'il s'exprimait un Ouais. peu mieux. C'est juste Mmh. que bah, il connaissait pas Ngannou, en fait. En gros, Exactement. tu sens que et il voulait continuer, hein. Il avait l'œil enflé et tout, mais il voulait continuer. Première défaite en carrière d'ailleurs à ce moment-là, donc c'est vrai que ça laisse des traces, mine de rien aussi. C'est ça. Mais en revanche, dans le deuxième combat, je trouve très clair qu'il était vraiment, Ouais. il n'était pas là psychologiquement. Tu vois. Enfin, Mhm. honnêtement, il lançait bah, tu vois, le compte sur lequel il se fait toucher, c'est parce qu'il lance des jabs. Mais tu sais, il y a jab et jab. Il y a le jab Ousmane, tu vois, où tu cherches vraiment à Exactement. faire mal à l'adversaire. Et il y a le jab, genre, j'agite la main pour montrer, tu vois, que je fais quelque chose, mais en réalité, pas vraiment. Tu vois. Enfin, et tu vois, il s'est fait timer au bout du deuxième jab et c'était terminé, quoi. Tu vois. Donc voilà. Donc, hormis contre-performance de Curtis Blade parce qu'il serait inquiet de la puissance de Ouais. KO de Derek Lewis. Franchement, pour moi, je pense que ça va être une promenade pour lui, honnêtement. Et après, que faire de Curtis Blades? Franchement, ce pauvre homme, sa carrière, c'est terrible. Parce que Bah, là, c'est ça parce qu'en fait, il va faire. Moi, c'est et moi l'UFC n'a pas envie, je pense. Enfin, c'est pas le mec que tu as envie de mettre en avant non plus, tu vois. Mais tu sais, l'UFC, ils sont ultra rancuniers, tu vois, parce que ils avaient mis un peu au placard Francis Ngannou, Mais oui, en plus, en tu vois. l'envoyant à Pékin, c'était le combat qui était à Pékin, c'était pour l'enterrer. C'était pour enterrer C'est Francis. ça, et c'est ça. Et c'était pour enterrer Francis et Curtis Blade a failé à sa mission. Et depuis, Ouais. vas-y, va combattre Volkov, va combattre des mecs comme ça que, bon, bah, tu vois, ils n'ont pas trop de traction médiatique, ils sont Mhm. dangereux à combattre. Et tu vois, là, pareil, Derek Lewis, honnêtement, je sais même pas si ce n'est pour le maintenir actif, pourquoi ils lui font faire ce combat, tu vois. Ouais. Ouais, enfin, si ce n'est pour lui mettre soit le faire patienter, soit lui mettre un ultime bâton dans les roues au cas où il se fait mettre KO. Et puis bon, du coup, tu le zappes parce que s'il perd contre Derek Lewis, en revanche, Oui, voilà, il est écarté, tu vois. c'est ça. Mais Écarté. Et ce, même si on est en poids lourd et qu'en poids lourd, il y a pas grand monde. Tu vois, il y a ça aussi à prendre en considération. Donc, ouais, je moi, j'ai regarde peur. le classement, hormis, tu vois, ouais. Bah, peut-être, bah, en fait, le vainqueur de Jairzinho contre Cyril Gane. Sûrement. C'est sûrement ça. Mais du coup, comment Volkov, tu lui mets qui, tu vois? Et pour Volkov, tu lui. Bah, la revanche contre Derrick Lewis. Quoi qu'il arrive. Ah ouais, tu mets le. Quoi qu'il arrive, s'il gagne contre. Ouais, bah oui, c'est vrai. Ou s'il perd, à la limite, pourquoi pas, ouais. Voilà. Bon. Ouais, Sachant que Derrick Lewis est quatrième et Volkov, là, il est cinquième. Et comme Derrick Lewis affronte le numéro 2, Curtis Blades, quoi qu'il arrive, il c'est restera vrai, c'est quatrième. vrai. Bon, bah, ils retombent sur leurs pattes. Ouais, Voilà. t'as raison, c'est sûrement ça. Mais Non, c'est c'est juste que. niveau hype, c'est quand même pas terrible. Ouais, mais bon, et en plus, j'ai vraiment du mal à m'y. Enfin, tu vois, tu dis Derek Lewis quatrième, moi, ça me. Ouais, ouais, non, c'est assez Je trouve ça choquant. dingue, tu vois. Mais bon, après, ça, c'est pas, on peut pas le reprocher à Derek Lewis. Il a gagné contre Blago Ivanov Ouais. et tout. Donc, c'est juste là, c'est la catégorie des lourds, tu vois. Mais pour moi, c'est quand même assez incroyable. Il y a une différence de niveau dans le top qui Non, est, mais, qui est quand même assez dingue, hein. mais surtout cette catégorie, ce qui s'est pas.
mais n'importe quoi. Les rankings, là, donc je découvre le ranking en même temps que nous faisons ce podcast. Ouais. Shamil Abdouragimov, donc son dernier combat, c'était contre Curtis Blades. Il a perdu en septembre 2019. Le gars est quand même passé de 13e à 8e. Là, il est 8e mondial, Shamil. N'importe Sans quoi. avoir combattu depuis. Sans avoir combattu, ouais. Ah, mais je me suis toujours demandé qui faisait les rankings. C'est les Ouais, rankings de la page UFC. ouais, c'est les rankings officiels de la page UFC. Ouais. Enfin, je sais pas comment ils font leur affaire. C'est mystérieux. Pour moi, il doit y avoir des formules mathématiques occultes ou des trucs comme ça. Je sais pas. Tu vois. Enfin, ça me paraît étrange. Très sympa. Euh, On va passer mais au reste de la carte, mon cher Boydomso. yes. Je pense que c'est mieux. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Oui. On fera peut-être, honnêtement, si Curtis Blake gagne et qu'il écrase Derrick Lewis et qu'il est dans la contention pour un titre, on fera bien sûr un podcast dédié plus spécifiquement à ses forces et ses Complètement. faiblesses. Parce que honnêtement, on le dit sans humour et sans malice. Curtis Blade, c'est un des meilleurs, et si ce n'est le meilleur, tu vois. Enfin, c'est honnêtement, C'est clair. je pense que Francis Ngannou a son numéro, tu vois. C'est-à-dire, il y a des combattants comme ça, tu vois, qui savent, ils ont l'emprise sur les autres, mais je pense qu'à part Francis Ngannou, il bat tout le monde, tu vois. Donc, C'est exactement ça, non? Et puis, pour Cyril, pour Jairzinho, le mec, c'est un test, c'est une purge, en fait. C'est bah, vraiment moi, très, très compliqué. franchement, tu vois, Cyril, moi, j'ai confiance en ses capacités, mais là, c'est l'inconnu pour moi. S'il y a un Mhm. match-up Cyril-Curtis, j'aurais même tendance à mettre plus une pièce sur Curtis. Tu vois, ça me fait chier de le dire, tu vois, Ouais. mais ouais, tu vois, parce que c'est quand même, il est dur, hein, Curtis. Hein, Ouais. c'est un des meilleurs dans la catégorie. Enfin, je te dis, moi, c'est le destin qui me ferait peur pour lui, c'est qu'il ait jamais le title shot et qu'il fasse le boulot de champion suppléant, c'est-à-dire qu'en Mhm. gros, qu'il batte tous les Le Tony challengers. Ferguson Et de voilà, la c'est ça. Et catégorie middleweight. tandis que bon, bah, le champion aura accès au money fight et tout. Tu vois. On l'espère pas, on lui espère pas. Ah non, mais c'est compliqué pour lui, surtout en plus là maintenant avec l'arrivée de John Jones, clairement personne n'a intérêt à l'affronter. C'est Non, clair. ça va être compliqué pour ce pauvre Curtis. Alors bien, le reste de la carte, on a quand même un combat intéressant entre Tom Aspinall contre notre cher Andrei Arlovski. Andrei Arlovski qui remonte, mine de rien, à la pente. Increvable Arlovski. Il est sur une série là en plus. Ouais, 3-4 victoires, puis surtout il s'est imposé contre Tanner Bowser, hein, mine de rien, où justement l'UFC voulait faire monter Tanner Bowser face à Arlovski. Arlovski a mis un petit stop posé. Bon, je suis content, mine de rien, pour lui qui est toujours présent, mais c'est vrai que là, contre Tom Aspinall, c'est un peu plus compliqué, malheureusement. Ça va être très chaud parce que Tom Espinal, c'est un des mecs vraiment qui monte en Ouais. poids lourd et qui a des qualités, quoi. Parce que, tu vois, c'est vrai que Arlovski, c'est plus que l'ombre de lui-même, tu vois, depuis Bah, super longtemps, enfin, ouais, depuis des depuis années, tu vois. 2016, peut-être, ouais. Je crois qu'il a eu juste, tu sais, son run quand il est revenu à l'UFC, tu sais, où il avait battu Travis Brown et tout. D'ailleurs, super Mhm. combat. Ouais, Le combat de l'année, hein, ils ont combat de malade, ce combat. Et puis, il a été mis KO par Stipe Miocic. Et après, C'est c'était. ça. C'est ça. 2016, c'est exactement ça. 2016. 2016 Donc, où ça il a fait. enchaîné. Waouh, oh la vache. Bah ouais. Je m'attendais pas à ça. C'était 5 défaites consécutives. Par KO en plus, je crois. Les défaites. Euh, Alors, il est sur. Ouais, non! Soumission. Et Soumission contre Josh Barnett. Oui, j'ai oublié, mais il y a un knockdown, je crois, contre Josh Barnett. Et décision unanime contre Tibor. je crois qu'il a plus de 10 KO. En plus, enfin, de 10 défaites par KO Ouais, à 11. son Ouais, résumé. ouais, Tu vois. 11 défaites en tout. Donc là, ça commence à tirer un peu. Bon, après, j'aime bien, tu vois, parce que il a arrêté d'essayer de faire ce qu'il faisait avant. C'est-à-dire, Arlovski, c'était surtout un mec qui était connu pour la vivacité de son bras arrière, Mhm. qui était assez athlétique, qui allait très très vite. Et tu vois, Exactement. à l'époque de la catégorie heavyweight de l'UFC, bon, bah, tu n'avais pas besoin de beaucoup de choses, enfin, d'autres choses que ça, tu vois, pour devenir champion. Enfin, moi, je parle de son premier run, hein, pas du second quand il est Mhm. revenu, parce que ça n'a jamais été un excellent heavyweight. Enfin, il a monté, il a eu son combat contre Fedor et tout, mais ça n'a jamais été le meilleur des meilleurs, tu vois. Mhm. Et en revanche, c'était un des tauliers de l'UFC à l'époque où les meilleurs poids lourds étaient en fait au C'est Pride, ça. tu vois. Et bon, là, ça fait des années qu'il sert en gros de Rampe de lancement. gatekeeper slash rampe de lancement. Parce qu'en vrai, il a encore un nom qui est connu, surtout Mhm. auprès du public américain. Ouais. Et c'est suffisant, tu vois. Mais en gros, c'est un peu. Alors, moi, je trouve que le traitement de Arlovski par l'UFC est ultra cynique. C'est-à-dire que dès qu'ils veulent gonfler le record d'un mec par exemple, qui met des KO, bah, ils te foutent contre Andrei Arlovski parce qu'il n'a pas un super menton. Et donc, du coup, Mhm. bah, tu vois, par exemple, typiquement, le combat contre Ngannou, quoi, c'était ça, tu vois. C'était pour qu'il prenne son KO, quoi, tu vois. Enfin, et là,
Bon, là, je pense que c'est quand même un peu plus un test parce que Tom Aspinall est un peu moins testé que Ngannou l'était à l'époque, tu vois, de sa rencontre contre Arlovski. Mais quand même, tu vois, je pense quand même que c'est un peu pour faire briller Tom Aspinall, tu vois, qui est sur, je crois, sa dernière victoire, c'était contre Alan. Alan Je sais plus Bodo, c'était quand. complètement. Alan Bodo, ouais, c'est ça. Et alors, Tom Aspinall, ce que j'aime bien, c'est que il a une boxe anglaise qui est jolie, tu vois. Enfin, c'est joli, tu vois. Ça va vite, c'est rapide et c'est un mec intelligent, quoi. Il te piège et tout, tu vois. C'est pas juste c'est pas le heavyweight de base qui est super statique et qui va attendre de placer son bras arrière, quoi. Tu vois, c'est pas ça, tu vois. Il construit, il travaille bien du jab et du bras. Enfin, il a une belle boxe anglaise. Après, maintenant, le combat contre Arlovski est intéressant parce que Arlovski, sur ses derniers combats, il a développé une approche qui est beaucoup plus clinch, orientée clinch. Mhm. Ce qui est intelligent parce que honnêtement, il n'a plus du tout les capacités, je pense, pour faire des échanges même avec le heavyweight de base, en fait. Ouais. Je pense que c'est une configuration où Arlovski sortirait perdant les trois quarts du temps. C'est d'échanger des bras arrière et tout. Enfin, c'est pas bon pour lui. Tu vois. Il n'a plus la vitesse, il n'a plus le menton, il peut plus faire ça. Tu vois. Exactement. Enfin, Ouais. alors que ce qu'il a fait sur ses derniers combats, d'envoyer un coup, puis d'accrocher, de ralentir le combat, puis de renvoyer un coup, c'est vraiment pas mal. Tu vois. Il y a beaucoup de heavyweights qui sont complètement désarmés par ça. Tanner Bowser, c'est un mec qui est plutôt bon, hein, tu vois, dans les heavyweights. Normalement, il se déplace bien, il est rapide, il a un style un peu conventionnel pour un heavyweight, donc ça peut en surprendre plus d'un. Il n'avait pas la solution face à Arlovski. Tu vois. Donc C'est peut-être exactement ça. qu'Aspinal, l'on le voit plus beau qu'il n'est parce que on a Mhm. juste pour le moment les KO et waouh, putain, c'est bien. En plus, tu sais, c'est un peu l'effet, je vais dire, c'est un peu l'effet Tinder, tu vois, tu as force de matcher des gens pas terribles. Quand on a un qui est un peu joli, tu fais ah yes, tu vois, genre, et là, c'est un peu ça, tu vois, genre, en poids lourd, tu as plein de gens qui arrivent, on se dit putain, la nouvelle garde, elle est pas ouf, et là, tu as un mec qui sort un peu du lot, je fais ah putain, yes, génial, tu vois, et donc, peut-être que c'est un peu ça avec Thomas Spinal. En tout cas, ce combat nous permettra d'y répondre, tu vois, parce que si Arlovski fait sa stratégie Ouais, habituelle de exactement. clinch et que Tom Aspinall y renverse ça et qu'il arrive quand même à gagner, et ce, de belle manière, Mhm. ça nous donnera plus d'informations sur ce combattant, ça c'est clair. Et bien évidemment, il y a aussi, là ça va être très 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 chaud, explosif, deuxième combat à l'UFC pour Nassourdine Imavov, franco-dagestanais pensionnaire du MMA Factory, contre Phil Howes, américain qui s'était imposé en 17 secondes lors de ses débuts. Donc Phil Howes, ça fait très très longtemps que beaucoup le voient comme un futur grand, sinon prospect chez les middleweight. Et là, enfin, tout a l'air d'être au vert pour lui, pour sa carrière à l'UFC. Ça s'annonce quand même assez explosif comme combat. Ouais, c'est très compliqué. Phil Hawes, il est vraiment. Dangereux. Des images que j'ai vues, ouais, il est dangereux. Il a cette explosivité là. Tu sais, bon, la nature est Mhm. injuste, tu vois, mais il y a des gens, ils sont juste plus rapides, plus violents, plus explosifs. Bon, je ne mets pas en doute qu'il a dû taffer, tu vois, mais tu sens, tu vois, t'as des mecs ils explosent pas comme ça, tu vois. Enfin, et Ouais. lui, c'est un peu ça, tu vois. Et pareil, et justement, je trouve que Nassourdine Imavov, même s'il est, je trouve très bon en Mhm. anglaise et tout, il a justement pas ce facteur d'explosivité, tu vois. Mhm. C'est pas le plus mauvais dans ce domaine, hein, loin de là, tu vois, mais c'est pas au niveau de Phil Hawes. Donc j'ai peur parce que bon, moi j'ai pas vu beaucoup de combats de Phil Hawes Mhm. et pas trop non plus de Nassourdine Imavov. Enfin, j'ai vu son premier combat à l'UFC et tout. Et bon, je veux pas trop me baser sur ce combat parce que un premier combat à l'UFC, c'est toujours compliqué en fait. C'est toujours Exactement. très compliqué. Et sauf exception, tu vois, genre par exemple Jiri Prochalka qui est un qui est un malade quoi. Enfin, je veux dire, c'est un taré ce mec. Il est contre Volkanos Demir, il a les mains basses, il prend des coups, il en a rien à faire. Donc c'est un mec, je pense, qui réfléchit différemment, tu vois. Donc il n'a Mhm. pas été intimidé dans son début à l'UFC, mais tu as plein de combattants. On le voit par exemple avec Matthews Gamrot, qui est excellent, Exactement. mais qui a été un peu, tu vois, Un peu timoré volé aussi, hein, on va pas se mentir. un peu volé, mais franchement, c'était très, très serré Ouais, comme match. non, c'est clair. Donc, alors que pourtant, il battait tout le monde au KSW. Je pense que normalement, dans des conditions normales, il aurait battu son Mhm. adversaire, qui était certes un très bon striker, mais qui n'avait pas un jeu aussi complet que Mathieu Gamrot. Et c'est juste qu'il a eu tu sais, les frissons, quoi. Tu sais, Octagon Gators. Octagon Cheetahs, tu vois. Donc, je veux bien mettre ça sur le compte de sa première performance à Nassourdine Imavov.
Néanmoins, j'ai un peu peur. Oh! J'ai vraiment un peu peur qu'il se fasse zapper en fait par Phil Ah Hawes oui. très rapidement. Tu vois. En revanche, si ça dure, il a le savoir technique pour vraiment faire quelque chose d'intéressant. Et s'il bat Phil Hawes, parce que moi clairement, je pense que c'est un truc pour faire briller Phil Hawes. Hein. Là D'accord. pour le coup, Nassourdine Imavov, il est pas dans la position de celui sur qui on essaie de mettre le spotlight. Hein. Vraiment, c'est enfin le projecteur, pardon. Mhm. Et donc, du coup, s'il le bat, bah, ça fera un peu comme, tu vois, bah, comme quoi il y a un cycle, tu vois. Tout est lié, mais un peu comme quand Ngannou avait battu Curtis Blade, le premier D'accord. combat. Ouais. Où Ngannou, certes, avait eu une première victoire impressionnante, mais il était clairement mis contre Curtis Blade la première fois pour perdre, parce que Curtis Blade, c'était le Mhm. lutteur, Ngannou, c'était le heavyweight, entraîné en France, donc forcément pas très bon lutteur. Tu vois, c'est un peu ça Ouais. la conception des Américains, c'est que les Européens, c'est plutôt des bons strikers, mais en lutte, c'est pas terrible. Bon, c'est en train de changer, évidemment, mais c'était un peu ça la conception à l'époque, tu vois. Et pourtant, il a battu Curtis Blade, et ça a été là le Mhm. début d'une expansion. Donc pour moi, c'est un peu un traquenard pour Imavov, mais s'il arrive vraiment à gagner, franchement, là, ça va être très bon pour lui, tu vois. C'est le genre de truc, c'est une opportunité, c'est très risqué, mais c'est là où il faut qu'il se sorte, en fait. C'est là où il faut vraiment qu'il sorte le meilleur de lui-même, quoi. Ça, c'est clair. Bah, formidable, mon cher Polydomso. Je pense que nous avons fait le tour Ouais. sur cette carte du week-end. À très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à My Sweet Protein, moins 45% sur tout My Protein avec le code la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Peace.